Bonsoir à tous. Chacun d'entre nous a déjà ressenti dans sa vie une peine ou une souffrance due à une injustice. Imaginez-vous des proches, des frères et des sœurs ayant perdu un membre de leur famille, ayant une personne disparue et dont ni la justice ni les grandes institutions ne se soucient. Eh bien ce soir, nous allons parler des cas des disparus de Lyon et de leur bourreau, Émile Louis. Une enquête de 30 ans d'injustice et d'impunité criminelle que nous allons essayer de démêler ce soir. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Nous sommes début 1990. Un homme, Pierre Maunoir, vient régulièrement rendre visite à son frère, placé dans un institut spécialisé, celui-ci étant déficient mental. Et bien que l'établissement traite de façon tout à fait honorable son frère, il commence à se poser un certain nombre de questions. En effet, bon nombre de rumeurs font état de jeunes femmes ayant fugué de façon étrange. S'agissant d'un établissement spécialisé, Pierre Maunoir ne croit pas à ces fugues et, d'abord pour la sécurité de son frère, puis ensuite par véritable obsession, s'intéresser de près à ces différents cas. Il agira alors comme un détective privé, à son compte, pour démêler cette affaire, et il découvrira même 4 cas de fugues étranges. Où sont passées ces jeunes femmes, toutes déficientes mentales? Elles n'ont pas pu s'envoler. Malheureusement, l'enquête de Pierre Maunoir a ses limites et malgré ces découvertes, les institutions ne veulent rien savoir. Pour eux, il s'agit uniquement de fugues. Point final. Pierre, notre justicier, ne se démonte pas. Il essaie de contacter les radios pour informer la population de ses suppositions, mais sans succès. Tout cela est bien étrange. Personne ne veut entendre parler de ces cas de disparition. Pourtant, ces jeunes femmes, toutes enfants de la DAS et handicapées mentales, ont bien disparu et elles ne se sont pas tout bonnement envolées. Ainsi, Madeleine de Juste, Christine Charlot, Françoise Lemoine et Jacqueline Weiss ont toutes disparu entre 1977 et 1979. Puisque personne ne l'écoute, Pierre décide de faire un appel à l'émission Perdu de vue, dirigée par le célèbre animateur de RTL, Jacques Pradel. Ces derniers, d'abord, pour un peu se débarrasser de Pierre Maunoir, qui était très insistant, décident de lui dire qu'ils vont retrouver ces femmes. Après avoir fait plusieurs recherches, rien. Effectivement, cette affaire est réelle, et l'émission fera saisir une affaire judiciaire et y dédie plusieurs émissions. Pierre Maunoir, accompagné de ses nouveaux amis, se rend alors de nouveau devant ces mêmes institutions qui lui avaient claqué la porte au nez, en l'occurrence la Page pour les centres handicapés et la DAS. Mais ceux-ci ne veulent toujours pas accorder la moindre interview ou la moindre importance à ces faits de disparition. Ils diront même qu'il ne s'agit uniquement que de rumeurs et que toute cette affaire est folle. Bien évidemment, imaginez-vous des enfants de la DAS, des pupilles de l'État devenus des laissés-pour-compte et ayant disparu. Personne ne voulait avoir affaire à ce scandale médiatique et donc bouche cousue. Le groupe La Page, se réfugiant derrière cette histoire de fugue, expliquera même qu'il n'a aucune obligation légale de faire des recherches à ce sujet. En effet, les jeunes femmes sont tout simplement parties. Malheureusement, cela ne colle pas. Pierre Maunoir le sait, notamment dans le cas d'une des victimes. En effet, Christine Charlot, malgré ses 15 ans au moment des faits, n'avait en réalité que 7 ans d'âge mental. Il est tout bonnement impossible, à 7 ans, de prévoir une fugue et de préparer une évasion sans être retrouvée au bout de quelques jours. Bref, ces femmes n'avaient en aucun cas la capacité de préparer des fugues et surtout de se préparer une nouvelle vie pour qu'on ne les retrouve pas même au bout de plusieurs années. C'est au même moment que l'émission Perdu de vue fera une découverte étonnante. Dans certains cas, des frères et des sœurs des victimes, notamment dans le cas de Madeleine de Juste, avaient déjà tenté de tirer la sonnette d'alarme.
Malheureusement, la DAS leur répondra à l'époque que vu que celle-ci était majeure au moment de sa fugue, aucune recherche ni aucune alerte ne serait signifiée. Autrement dit, une mise aux oubliettes d'une jeune femme psychologiquement en détresse est déjà presque perdue de tous. Au cours de la récupération de ces témoignages, notre équipe fera la rencontre de la mère d'une autre jeune femme, disparue également, la mère de Chantal Gras. Celle-ci expliquera même qu'à l'époque, on lui aurait dit « Vous verrez madame, à 18 ans, votre fille, elle partira ». L'équipe, très choquée par ces propos, lui demande alors « Mais qui vous a dit ça ?» Elle a répondu « Eh bien c'est le chauffeur de car ». Elle avait à l'époque tenté de tirer la sonnette d'alarme, elle aussi, mais sans aucun succès. L'équipe lui demandera alors le chauffeur de car « Mais qui est cet homme ? Où vit-il ? Qui est-il » Celle-ci répondra « Il s'appelle Émile Louis ». On commencera alors à s'intéresser à ce chauffeur. Qui est-il ? Connaît-il les filles ? La réponse à ces questions est oui, il les connaît toutes. Reste à savoir s'il y a quelque chose à voir avec cet enlèvement. Il est temps d'aller voir la gendarmerie. Mais arrivé sur place, c'est le coup de théâtre. Émile Louis est bien connu des services de gendarmerie et notamment d'un homme, l'officier Jambert. Celui-ci avait recueilli et fait toute une enquête préliminaire sur la disparition de jeunes femmes handicapées et ce depuis 1984. On apprend alors qu'entre 1777 et 1779, ce n'est pas 4 mais 7 jeunes femmes qui ont disparu. Elles connaissaient toutes Émile Louis et de nombreuses preuves, bien qu'indirectes, relient le chauffeur de car aux disparus. Ces preuves sont accablantes. Nous sommes maintenant près de 6 ans après le début des investigations de Pierre Maunoir, plus précisément le 25 mars 1996. Perdu de vue réalise sa première émission et désigne l'affaire comme étant forcément d'ordre criminel. La France est alors obligée de faire face au visage de ces femmes oubliées de tous. L'émission fait un carton et est regardée par des milliers de téléspectateurs, à tel point que la petite sœur de Christine Marlot apprend en direct la disparition de sa sœur aînée. Celle-ci, avec le système de séparation des familles instauré par la DAS, avait perdu complètement le contact avec celle-ci. Bien sûr, en vieillissant, elle avait essayé de reprendre contact, mais la DAS n'a absolument rien fait pour essayer de l'aider et, bien que certainement, au courant des faits, a tout simplement décidé de ne absolument pas lui révéler la disparition de sa sœur. C'est à l'époque, au même moment que la famille Lemoine, qui aura malheureusement elle aussi trouvé porte close auprès des institutions, décidé d'aller voir la gendarmerie et voir le gendarme Jambert pour signaler la disparition de Françoise Lemoine. L'officier Jambert, cet homme qui, seul, portera le fardeau de résoudre une enquête sur des disparitions datant de 1977 par force d'obstination et pour redorer le blason de la justice française. Quand nous reprenons les faits, on remarque que le gendarme s'intéresse à ces disparitions depuis 1981, ce alors qu'il faisait la découverte du cadavre sur la commune de Rouvray. Un corps attaché et bâillonné avec un slip sur la bouche. Impossible de l'identifier, mais la présence de vêtements féminins nous indique qu'une chose, il s'agit bien d'une femme. Le hasard fera qu'au moment des faits, un ami du gendarme l'informera qu'une femme a disparu. Son nom, Sylviane Lesage. Le gendarme en est alors persuadé, le corps retrouvé et cette jeune femme disparue ne font qu'une seule et même personne. L'analyse de la section de recherche confirmera l'intuition du gendarme. Le gendarme commence alors à suspecter un homme, Émile Louis. Pourquoi ? Tout simplement parce que Sylviane Lesage était sa maîtresse. Il ne s'arrêtera pas là. Il découvrira plus tard que les 6 autres disparus ont toutes un lien avec Émile Louis. Pire que cela, il va trouver un profil commun à toutes ces victimes. Ces femmes sont toutes handicapées mentales et sont toutes issues de la DAS. L'officier Jambert en est alors certain. Il est face à un tueur avec un mode opératoire. Mais encore fallait-il le prouver. Nous sommes donc en 1981. Émile Louis a depuis un moment quitté sa femme pour vivre avec Madame Binoche et les enfants de celle-ci à Seignelay. L'homme est très apprécié. Il fait même d'ailleurs partie des élus locaux. Mais un matin, c'est le drame. Des enfants placés par la DAS chez le couple Louis font d'étranges révélations à la fille de Madame Binoche, étant alors leur voisine. Ils racontent que pendant l'heure du bain,
Émile Louis leur ferait subir différents attouchements et leur introduiserait même des objets dans leur partie intime. C'est le choc. Pas le temps de réagir que l'après-midi même, le chauffeur de car vient frapper à la porte de sa belle-fille. Il est reçu par Monsieur Moreau, le mari de celle-ci. Il lui avoue ses horribles actes de pédophilie. Jacques Moreau comprend immédiatement qu'il est en face d'un homme dangereux et prévient un de ses amis gendarmes. Au vu de ces révélations, l'officier Jambert en est certain. Émile Louis est forcément le responsable de toutes ces disparitions. Il place alors en garde à vue le chauffeur de car le 28 décembre 1981. Il veut passer à l'offensive et il veut lui faire avouer ses crimes. Malheureusement, il trouve en face de lui un homme très intelligent. Émile Louis comprend très vite qu'il est en danger. Pour arriver à s'en sortir, il devra en avouer le moins possible. Celui-ci répond alors « Pour les attouchements, c'est moi. J'ai un problème depuis ma puberté et je n'arrive pas à me contrôler. Mais pour les filles, c'est quelqu'un d'autre, je n'y suis pour rien. Je les connais, mais sans plus. » Il est alors impossible pour l'officier Jambert d'aller plus loin. L'homme sera donc écroué pour l'affaire des attouchements d'enfants et condamné à 4 ans de prison. Il n'en fera au bout du compte que 3. Il sera cependant en parallèle inculpé pour le meurtre de Sylviane Lesage, mais cela débutera sur un non-lieu. Notre gendarme est frustré. Les juges d'instruction ferment toutes les portes. Il n'y a pas de cadavre et donc pas d'enquête. Encore une fois, la justice se décharge totalement de l'affaire. Le parquet ne veut rien savoir. Pourtant, l'officier trouve de nombreuses preuves indirectes et des témoins affirment que Émile Louis est toujours le dernier à avoir vu ces femmes avant leur disparition. C'est après 3 ans d'enquête acharnée par l'officier Jambert qu'un magistrat acceptera finalement de lui accorder un petit peu de temps. Celui-ci demandera à notre gendarme d'effectuer une synthèse de toute cette enquête et l'officier Jambert lui remettra un dossier alors de 7 pages dans lequel il aura noté plus de 50 fois le nom d'Émile Louis. Le magistrat enverra sans le savoir ce rapport au juge d'instruction en charge du meurtre de Sylviane Lesage, qui vient alors de conduire à un non-lieu. Il écrira avec le rapport ceci. D'après vous, faut-il élargir le périmètre de votre instruction aux autres disparitions ? Une main anonyme viendra alors écrire en lettres capitales « Non ». Ces 3 lettres désignent alors à elles seules, sans explication, la clôture du dossier qui sera placé aux archives et disparaîtra pendant 12 ans. Les choses sont claires. La justice ne voulait clairement pas en entendre parler. Pourtant, nous savons aujourd'hui que le rapport de l'officier Jambert regorgeait d'éléments. Par exemple, Madeleine de Juste disparaît sur le chemin de la gare routier. Son chauffeur, Émile Louis. Chantal Gras disparaît après avoir été raccompagnée chez sa nourrice par Émile Louis. Martine Renaud disparaît un soir. Un témoin affirme avoir vu Émile Louis promenant son chien dans la même rue où Martine était là ce soir-là. Françoise Lemoine, quant à elle, disparaît. Elle est la nouvelle maîtresse d'Émile Louis et elle loge à l'hôtel Le Niki Bar, dans une chambre payée par Émile Louis lui-même. Bref, le nombre d'éléments traduisant de la possible culpabilité du chauffeur de car dans ces différentes disparitions est tout simplement accablant. La justice avait donc, pendant 12 ans, des faits étrangement accablants sur le personnage d'Émile Louis. Celui-ci, pendant ce temps, est sorti de prison et est parti s'installer à Draguignan, dans le Var, en toute impunité et au soleil. Nous repartons en 1996, au moment où Pierre Maunoir et perdu de vue sortent de terre cette monstrueuse affaire. Nous sommes 20 ans après les disparitions. Les familles et l'émission réclament une instruction et prennent un avocat, Maître Gonzalez de Gaspard. C'est un ponte, mais il se heurte à un gros problème. En France, il y a prescription pour les crimes de plus de 10 ans. Tout cela aurait-il fait en vain? On ne pourrait donc pas juger Émile Louis pour ses crimes à cause de ses faits de prescription? Pour l'avocat des familles, Maître Gonzalez de Gaspard, il en est tout simplement hors de question. Celui-ci a alors une brillante idée. Ne pas porter plainte pour meurtre, étant assujetti aux faits de prescription, mais porter plainte pour enlèvement et séquestration. Cette séquestration arbitraire, elle, est un crime qui continue. Tant qu'elle ne cesse pas, tant qu'on n'a pas libéré la personne séquestrée, soit en la mettant dehors, soit en la tuant, ce qui est une forme évidemment d'arrêt de la séquestration, eh bien cette séquestration continue et dès lors la prescription ne peut pas encore jouer. Le 3 juillet 1996, les familles et leurs avocats débarquent au palais de justice d'Auxerre. Accompagnés de journalistes, ils viennent réclamer justice, révéler le scandale aux yeux de tous.
20 ans de silence sur ces jeunes femmes handicapées qui n'étaient tout simplement rien aux yeux de la société. Malheureusement, au palais de justice d'Auxerre, on n'aime pas être bousculé et le juge refusera de voir les familles. L'injustice continue, même au bout de 20 ans. Le procureur de la République dira alors que pour lui, il ne voit pas l'intérêt d'octroyer du temps à une telle affaire. Il parle même d'archéologie judiciaire. Il ira même jusqu'à dire que s'il avait Émile Louis en face de lui, il ne l'inquiéterait pas pour ses possibles crimes. Maître Gonzalez est écœuré. Mais celui-ci ne se démonte pas. Il ira même jusqu'à ordonner 2 actes d'huissier à l'encontre du juge d'instruction et du procureur de la République pour ordonner la saisie de l'affaire, car le temps passe et rien n'est fait. Sur ces actes, on pourra clairement lire que la justice doit rendre acte des faits demandés et que si rien n'est fait, le juge d'instruction et le procureur de la République seront alors responsables. Cela s'appelle tout bonnement un déni de justice et cela pourrait signifier pour eux le fait tout simplement d'être possiblement rayé de l'ordre des services judiciaires. Celui-ci le prend extrêmement mal et répond « Vous voulez une réponse? La voilà. Non, l'affaire sera classée. Il est trop tard, les faits sont trop vieux. » Voilà donc les mots d'un homme orgueilleux laissant son pouvoir agir à l'encontre même de la fonction qu'il occupe. Fort heureusement, Maître Gonzalez de Gaspard est obstiné et ne lâche rien. Il fait alors appel à la cour d'accusation et obtiendra une injonction à l'encontre de ce même juge, l'obligeant à réouvrir l'enquête et à répondre du mot « justice ». Début juillet 97, l'enquête réouvre et on demande donc les auditions de tous les témoins, dont faisait partie notre officier M. Jambert, aujourd'hui à la retraite. Malheureusement, les choses se compliquent et 2 semaines avant les auditions, au moment même où l'on demande à cet ancien officier de gendarmerie de comparaître devant une audition et de remettre ses dossiers, celui-ci décède. Le héros qui a trouvé tant de preuves, qui s'est obstiné à voir cette affaire résolue, s'est donné la mort. L'ancien gendarme sortait bien d'une dépression, mais celui-ci expliquera aussi lors d'une interview qu'il se sentait menacé. Mais avec toute cette affaire, on ne s'attardera pas sur la mort de celui-ci avant bien longtemps. Notre enquête continue donc sans son héros et son témoin principal, mais également sans son fameux rapport qui a mystérieusement disparu. 2 gendarmes sont alors chargés de trouver de nouveaux éléments ou anciens, potentiellement enfuis, à cette affaire, tâche extrêmement difficile. Plusieurs pistes commencent alors à émerger. Un réseau pédophile, trafic d'êtres humains, meurtre, bref, ils piétinent sans avoir trop d'éléments à rajouter à cette affaire. Une conclusion se fait alors sentir. La piste qui était la moins fiable à l'époque, celle d'Émile Louis, le chauffeur de car, devient au fur et à mesure que le temps passe, la plus légitime. Des fouilles gigantesques seront alors procédées dans les endroits préférés que visitait Émile Louis, sans succès. Pour rappel, Émile Louis, lui, vit toujours dans le Var. À cette époque, des journalistes seront même venus l'interviewer. On vient vous voir, je suis journaliste. Oui. Et j'aimerais discuter avec vous si c'est possible. Non. Écoutez, comme cette affaire-là, alors foutez-moi la paix avec ça. Parce qu'il y a des preuves contre le mal. Ah, moi j'en sais rien, je suis pas enquêteur de la gendarmerie. Hein. Ben alors, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Alors qu'on fout la paix quand même. Je l'ai déjà dit, bon, parce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Que c'était mafioso, c'est tout, c'était un coup monté contre moi. Coup monté, mafieux, réseau de prostitution. Le pédophile se décrit comme un bouc émissaire, un agent d'un réseau plus important. Il fera douter tout le monde, et ce, jusqu'à ce que sa première fille devienne sa principale accusatrice. En effet, celle-ci expliquera qu'elle-même et sa mère auront été victimes de tortures et de viols réguliers par l'homme. Les enquêteurs commenceront alors à fouiller bien plus loin dans le passé de notre chauffeur de bus et feront d'étranges découvertes. Émile Louis avait déjà, durant son adolescence, causé des ennuis. Et plus encore, des psychiatres de l'époque le jugeaient déjà instable et dangereux. Mais comme souvent, aucun suivi ne fut organisé dans le temps. Nous sommes maintenant en 2005, soit plus de 25 ans après la disparition de ces femmes. Et il n'y a aucune preuve ni aucune avancée. Mais les choses changent. Et aujourd'hui, le juge d'instruction en charge de l'affaire est lui aussi convaincu qu'Émile Louis est coupable. Il décide le 12 décembre de procéder à l'arrestation d'Émile Louis. Et à 18h15, celui-ci est placé en garde à vue.
Les enquêteurs le savent, c'est l'opération de la dernière chance. Et ils décident alors de jouer un magnifique coup de poker à notre homme. Ils vont tout simplement l'informer qu'il ne pourra, même s'il avoue, jamais être inquiété pour ses crimes, à cause des faits de prescription. Notre homme, toujours aussi vil et intelligent, ira jusqu'à demander de voir les articles du Code civil et pénal lui permettant de regarder de ses propres yeux les faits qui ne lui seront pas reprochés. C'est alors que, contre toute attente, et après 25 ans d'impunité criminelle, Émile Louis avouera avoir été l'auteur du meurtre de ces 7 jeunes femmes. Notre homme, se croyant totalement intouchable, ira même jusqu'à donner la localisation et les circonstances de ces enlèvements ainsi que de ces meurtres. Émile Louis ne le savait pas encore, mais il avait lui-même scellé son propre destin. Nous ne parlons plus alors de disparition, mais bien et bien de meurtre. Il avouera l'endroit exact où étaient les filles. Elles sont toutes au même endroit, au bord de la rivière. Le lendemain, la gendarmerie se rend sur place, accompagnée de notre assassin, qui désignera à la file les emplacements. C'est à la fin de cette visite que le juge décidera de le mettre en examen. L'homme s'insurge alors et déclare que non, les faits sont prescrits, je vais tout simplement rentrer chez moi. Ce qu'Émile Louis ignorait, c'est que les actes de prescription, ce n'est pas automatique. Et qu'un juge d'instruction en charge d'une affaire, s'il a suffisamment d'éléments à ajouter à l'enquête, ainsi qu'une preuve des faits datant antérieurs à la prescription, peut tout à fait, à sa libre appréciation, réfuter la prescription et réouvrir le dossier, tel est pris qu'il croyait prendre. Les familles apprendront malheureusement au même moment la triste nouvelle. Les ossements et vêtements féminins retrouvés aux emplacements désignés par Émile Louis sont ceux de Jacqueline Weiss et Madeleine de Juste. Les disparus de Lyon ont bel et bien été assassinés. Maintenant, une chose reste à savoir. Le fait de prescription est-il établi ou le juge peut-il encore réouvrir cette affaire? Et pour cela, il faut une preuve datant que l'enquête a été ouverte avant les faits de prescription reprochés sur le crime. Pendant ce temps, Émile Louis reviendra sur ses aveux et de nouvelles théories se feront sans grande crédibilité. Entre-temps, une lettre de 1993 sera retrouvée. Une lettre dans laquelle le procureur de la République de l'époque demandait où en était l'affaire des disparus de Lyon. La Cour de cassation tranchera, déclarant cette lettre recevable. Le chauffeur de bus sera jugé. Il n'y aura pas de prescription. 25 ans d'indifférence, révélés alors au grand public. Pour la garde des Sceaux de l'époque, c'est inadmissible. Des sanctions doivent avoir lieu à l'encontre de ceux qui n'ont pas pris cette affaire au sérieux. Pour elle, avec les informations dont les magistrats disposaient, c'était entièrement suffisant pour un procès. Elle sanctionne alors le procureur en charge de l'affaire en 1981, ainsi que 2 autres magistrats. Mais c'était sans compter sur l'autre côté du pouvoir du gouvernement, qui annuleront quelques mois plus tard ces sanctions. Un échec total pour la véritable justice et pour ces hommes qui n'auraient jamais dû avoir le pouvoir lors d'une enquête. Retour sur notre affaire. L'ex-femme d'Émile Louis viendra corroborer les dires de sa fille et expliquera même pourquoi tant de silence pendant tant d'années. Je m'imaginais que j'étais la seule, c'est pour ça que je ne j'ai jamais porté plainte au début, rien du tout. J'avais honte. Le procès commence. Émile Louis est impassible face au juge et c'est tout pour s'en sortir, quitte à intimider et manipuler les témoins sur place. Mais ça ne passe pas. L'avocat général demande alors aux jurés de juger Émile Louis sans aucune complaisance, ni même pitié, pour que ce prédateur sadique ne recommence pas. Émile Louis sera alors condamné à 20 ans de prison ferme pour les faits qui lui sont reprochés à l'encontre de sa femme et sa fille, ainsi que d'autres crimes effectués dans le Var. Dans le procès des disparus de Lyon, le tribunal fait tout pour faire avouer à Émile Louis où sont les autres corps. Mais celui-ci fait face et nie. Non, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours quelqu'un d'autre. Le juge excédé lui répondra alors « Non, l'autre c'est vous, et vous le savez ». La défense tentera bien de lui faire avoir des remords en lui montrant une photo. La photo d'un des squelettes retrouvés sur les endroits désignés par celui-ci, une photo extrêmement macabre. Mais au lieu d'y voir un vieil homme empli de remords étant prêt à avouer où sont les autres corps, le tribunal fait face à un homme souriant face à son œuvre. Les jurés le savent, il faut l'enfermer. Ainsi, malgré l'absence des autres corps, les jurés rendront leur verdict en unissant les 7 victimes dans la condamnation. Émile Louis les a unis dans la mort.
il sera condamné à la prison à vie. Il fera plusieurs fois appel, mais fort heureusement, les sanctions resteront telles quelles. Aujourd'hui, en 2018, Émile Louis, le boucher de Lyon, est décédé. Avec le procès, la justice aura finalement été rendue auprès des familles qui pleurent encore leurs disparus. Mais avec ceci, énormément de questions sont encore en suspens. Pourquoi autant de personnes ont nié ces disparitions? Pourquoi cette affaire a-t-elle été presque enterrée? Qu'est-il arrivé aux autres corps? Et surtout la dernière question, qu'est-il arrivé à l'officier Jambert? Quelle est donc cette mort suspecte? Eh bien tout cela, nous en reparlerons certainement dans un prochain JTR.